Bonjour. OK. Salut. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Donc, tu es actionnaire de la microbrasserie Beamer, qui est située dans ta ville natale, à Roberval. Oui, Comment exactement. tu décrirais ton parcours jusqu'à maintenant dans cette aventure? Mon Dieu, mon Dieu, c'est un parcours qui est très agréable. En fait, moi, je suis arrivé en 2018. Les gens de Beamer m'ont approché, je les ai rencontrés. Ensuite de ça, bon, on s'est entendu. J'étais allé au Lac-Saint-Jean dans le cadre de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Puis bon, ben, tu sais, il y avait le traditionnel souper dans les rues où toute la ville est dans la rue carrément, 10 000 personnes. Plein de monde buvait de la bière Beamer. Puis là, ils me montraient ça. Puis là, je vois, OK, c'est intéressant. Je vais justement visiter la brasserie demain. Fait que finalement, j'arrive là-bas. C'est des gens que, à la base, Sandra et Philippe, c'est des gens que je connaissais de loin, mais c'était pas des amis proches. C'était des gens que je Mhm. connaissais. Je savais qui c'était. Puis finalement, bon, ben écoute, je suis tombé en amour avec ces gens-là, avec l'endroit, avec le produit. Fait que j'ai dit, OK, parfait, je vais m'associer avec vous avec grand plaisir. Par contre, je veux pas juste être un actionnaire, un partenaire passif. Je veux être actif, je veux être là, je veux être présent, je veux donner mon avis, tu sais, travailler avec vous autres pour de sorte à ce que la business grandisse. Puis, donc, c'est important pour moi de mettre des billes là-dedans puis d'y mettre aussi ma touche personnelle. Donc, ça a commencé comme ça en 2017. En 2018, pardon. Je savais aussi qu'un an plus tard, il voulait partir la distillerie. Mhm. Donc, parfait. Un an plus tard, en 2019, on a commencé avec la distillerie. Ça a été plus long un petit peu parce que l'alambic qu'on voulait avoir avec un mueller, les délais de livraison ont été longs. Après ça, l'alambic est arrivé, et là, la pandémie nous est tombée dessus. Fait que bon, il y a eu plusieurs tuiles qui nous sont tombées sur la tête pour finalement produire. Ben, pendant la pandémie, il y a eu du bon Mhm. quand même parce que justement, on a produit un gel désinfectant pour les mains qui s'appelle Pure Boréal. Ensuite de ça, ben, ça a été le Beamer Gin qui a fait son entrée dans les SAQ il y a de ça peut-être un mois et demi. Là, la Beamer Vodka suit en ce moment. Elle aussi a fait son entrée progressivement dans les SAQ. Fait qu'on en est là. Sinon, ce que je fais, moi, pour Beamer, je fais vraiment, je fais vraiment voyons, j'ai dit Beamer, je n'ai jamais prononcé comme ça, Beamer. Ce que je fais pour eux, c'est vraiment, je suis aux communications. Donc, directeur des Mhm. communications, je travaille au marketing, puis évidemment, je donne mon avis aussi sur les produits parce que c'est au-delà de 15-16 ans que je suis dans le domaine de la bière. Fait qu'effectivement, quand il y a OK. le temps de brasser une bière, je vais travailler avec eux pour l'élaboration du produit aussi, en compagnie de notre chef brasseur à nous, qui est Alain Gagnon. Et justement, tu en as parlé pendant la pandémie, il y a eu le gel désinfectant Pure Boréal. Est-ce que ça vous a donné envie de continuer de développer le marché des soins de santé? Le gel, oui. Le gel, on va continuer parce qu'on a une très bonne réponse. Évidemment que, vu que l'entreprise est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je te dirais que c'est davantage là que le produit s'est fait connaître. Mhm. Maintenant, on est en train de le sortir tranquillement de la région, tout comme la microbrasserie aussi, parce qu'à la base, c'était vraiment, je dirais, une mini microbrasserie. Puis, on a agrandi, on a changé notre système de brassage, on a rajouté des fermenteurs. Donc, on sort tranquillement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que plein de beaux projets à venir pour ce qui est de la micro. Mhm. La distillerie, ben, on n'a pas le choix. La SAQ, c'est un monopole. Donc, on travaille avec eux, puis on est déjà, on rayonne déjà d'une belle façon, de belle façon, pardon. Donc, justement, le gin s'appelle le gin Beamer. Il est Ouais. disponible à la SAQ. On dit que c'est un London Dry Gin. Pour les néophytes en la matière, qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette appellation-là? Il existe, en fait, 7 types de gin. Je vais vous épargner tellement la sur de tout, mais un London Dry Gin, c'est un peu la crème de la crème des gins. OK. C'est un gin de base, mais un gin de base, c'est difficile à faire. C'est un peu comme le parallèle que je peux faire, c'est, mettons, que tu brasses une bière blonde. Une bière blonde, c'est difficile à faire parce que les défauts paraissent tout de suite. Tandis une IPA, par exemple, bon, ben, écoute, tu rajoutes du houblon, puis tu peux toujours finir par t'en sortir avec une bière et de l'allure, tu sais. Donc, un London Dry Gin, c'est un peu le même principe. Donc, c'est un gin de base. Pourquoi London Dry Gin? C'est parce qu'il n'y a pas d'édulcorant dedans. Donc, il OK. n'y a pas de sucre ajouté. C'est le nôtre et c'est important pour nous chez Beamer de faire vraiment un London Dry Gin de base. On voulait quelque chose qui soit raffiné, qui soit pur.
Ce qu'on a comme système de brassage d'alambic, c'est-à-dire le Muller, ça fait vraiment une différence sur les produits qui vont sortir. Là, on est sur un gin qui a une quadruple distillation. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va prendre, exemple, la baie de cassinoïde, on va la faire macérer pendant 12 heures dans l'alcool. Ensuite, on distille. On fait la même chose avec le poivre des dunes, avec les agrumes et les épices boréales. Puis, au final, on va monter le gin, on va laisser dormir ça pendant un mois, puis ensuite, on embouteille. Donc, c'est ça. Un London Dry Gin, c'est un gin qui n'a pas d'édulcorant, qui n'a pas de colorant non plus ajouté. Est-ce que c'est ça qui fait que ce gin-là peut être apprécié autant par ceux qui adorent le gin que ceux qui sont un petit peu plus hésitants? Ça dépend, parce qu'il existe toutes sortes de produits. Nous, on a choisi d'y aller avec un produit qui est vraiment raffiné, qui les arômes, je veux dire, les saveurs sont précises, sont nettes. C'est un gin que tu peux boire sec. Tu n'es pas obligé de le mélanger avec un tonic si tu veux. Fait que moi, je suggère toujours aux gens de goûter le comme ça en premier pour l'apprécier, pour savoir où est-ce qu'on en est avec le gin. Ensuite, on peut le boire sur glace ou encore, moi, je le bois un peu de tonic, ensuite avec un peu de lime, puis on peut apprécier le gin à son maximum. Donc, pour les gens qui je dirais pas qu'ils commencent, parce que c'est un produit haut de gamme qu'on a. Mais souvent, dans un produit haut de gamme, justement, je me donne un exemple. Je buvais pas de scotch, puis un ami à un moment donné qui me dit regarde, va te faire goûter à quelque chose, puis on s'en reparle après. Fait qu'il m'a fait goûter un scotch haut de gamme qui descendait facilement. Puis mon point de vue par rapport au scotch a changé. Puis ça m'a permis justement de commencer à boire du scotch, puis d'aller dans diverses palettes. Notre gin, justement, le fait que c'est un gin haut de gamme qui est raffiné, même les gens qui n'aiment pas le gin vont y goûter, puis vont faire comme, mon Dieu, ça se boit bien, c'est bon. Donc, oui, c'est intéressant pour les néophytes. Puis ceux qui connaissent le gin puis qui l'apprécient, bien là, c'est encore d'autant plus intéressant pour eux parce qu'ils sont en mesure de saisir toutes les subtilités qu'il y a à l'intérieur du produit. Et la bouteille aussi, elle est magnifique. Oui, ben oui. L'étiquette bleue qui rappelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Puis il y a une image d'une station de train. Oui. Qu'est-ce qui explique ce choix-là? Qu'est-ce que ça représente exactement? En fait, nous, pourquoi ça s'appelle Beamer? C'est le nom de famille d'un homme qui s'appelle Horace Jensen Beamer. C'est un Américain, un gars de Pennsylvanie. Où, dans les années 1800, il est tombé en amour avec une Québécoise, puis il s'est mis à travailler ici au Québec. Monsieur Beamer, à travers le Québec, il y a beaucoup de réalisations qui lui appartiennent. Il a travaillé sur une partie de la terrasse du frein. Les Portes-Ken à Québec, c'est lui. Le réseau d'aqueduc, de la Ville de Québec, il a travaillé là-dessus. Le pont Royal-Alexandra, il a travaillé là-dessus. Il a contribué au développement ferroviaire du Québec. Donc, le train que tu vois, c'est le B2, en fait, c'est le train de M. Beamer. Ce gars-là aussi a aidé énormément la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à se développer parce qu'il a contribué au développement de la voie ferrée qui partait de Québec et qui s'en allait jusqu'à Roberval. Et à Roberval, il a construit un énorme hôtel à l'époque qui s'appelait l'Hôtel Roberval, qu'on a toujours appelé l'Hôtel Beamer. Et cet hôtel-là, il était précurseur des pintures. En fait, il y avait du monde de partout dans le monde qui venait. Ils les amenaient à la pêche sur le lac. C'était des bourgeois, là, carrément, là, qui venaient à cet hôtel-là. C'est un hôtel qui était moderne. Il y avait l'électricité. Il y avait tout près de 200 chambres. Cet hôtel-là a brûlé dans le grand feu au début des années 1900. Et parce que je suis convaincu que si cet hôtel-là n'avait pas brûlé à l'époque, Roberval ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'elle serait beaucoup plus grosse. C'est une ville qui serait beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante. Parce que à l'époque, c'était vraiment le développement socio-économique du coin passait par Roberval. Donc, nous, Beamer, c'est vraiment en hommage à ce monsieur-là qui a contribué à développer la ville de Roberval et aussi le Québec en entier. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le Beamer Gin et la Beamer Vodka qui est en train de sortir en ce moment. En train de sortir, oui. Donc, tu as aussi parlé que le Beamer Gin est disponible à la SAQ depuis peu. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de voir l'impact de cette association-là? Oui, le gin, ça va super bien. D'ailleurs, après seulement 4 mois d'opération, on a participé à notre premier concours, le London Spirit Competition, qui est un qui a le plus de notoriété.
Puis, on a remporté une médaille d'argent. On est très fiers de ça. Ça se passe bien. On est au-delà de 100 SAQ. Il y a tout près de, je pense, c'est 400, je vais dire 450 SAQ au Québec, là. Donc, évidemment qu'on ne peut pas être dans toutes les SAQ parce que là-dessus, il y a des points de vente express, etc., etc. L'important, c'est d'être du moins au début, dans les classiques puis dans les sélections. Alors, on est très, très content parce que la demande est là. Le produit est apprécié. On a des conseillers en sac, des sommeliers n'ont que des bons mots pour notre produit. On est vraiment fiers de ce premier produit-là qui est en sac. Et cette médaille d'argent-là que vous avez remportée, en quoi ça va être important pour le rayonnement de l'entreprise, concrètement? Je comparerais ça un peu, moi, un trophée artiste ou un trophée Gémeaux. Ça ne change pas une carrière, sauf que c'est une petite tape dans le dos qui veut dire, bon, ben regardez les amis, vous travaillez bien, continuez, vous êtes sur la bonne voie, puis on apprécie ce que vous faites. Je le vois de cette façon-là. Parfait. Et il y a de plus en plus de personnalités connues qui vont s'associer à des microbrasseries, à des distilleries. Qu'est-ce qui explique cette tendance-là, selon toi? Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a beaucoup d'artistes aux États-Unis, surtout, il y en a énormément. Là, tu sais, moi, je le dis depuis le début, vendre de l'alcool, c'est tu vends du fun, tu vends du plaisir. Fait que c'est hyper agréable. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est un monde qui est très ludique, où on peut faire toutes sortes d'expériences. Donc, je pense que c'est ça qui attire les gens. C'est ça qui attire les gens. Puis, on a démocratisé l'alcool aussi au cours des dernières années au Québec, ce qui fait en sorte que les gens s'intéressent de plus en plus à ça. Écoute, si tu savais le nombre d'hommes d'affaires, des fois, qui nous approchent juste pour s'associer avec nous, juste pour dire que j'ai mon gin, j'ai ma business, je fais ma bière. Tu sais, il y a quelque chose, il y a un aura positif autour de tout ça. Fait que je pense que ça, non seulement ça attire des artistes, mais ça attire d'autres personnes, ça attire beaucoup d'hommes d'affaires, en tout cas. Mais c'est, moi, ce qui m'a attiré, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est le côté bière, parce que j'étais, écoute, c'est en quelle année déjà? Je pense en 2003-2004, l'année exacte m'échappe, mais quand ils m'ont approché pour être porte-parole du bière et saveur de Chambly, ça, c'est la grande messe des brasseurs au Québec. Oui, j'étais curieux, je m'intéressais à la bière, mais j'étais plutôt néophyte. Là. Les bières de micro, je connaissais plus ou moins ça. Outre, je dirais, les vieux de la vieille, là, comme Unibro, etc. Mais sinon, justement, je me suis mis à m'intéresser à toute cette gang-là, tomber en amour avec ce secteur-là. Puis, pour moi, c'était un no-brainer de m'associer avec une brasserie un jour. Parce que j'en ai eu des offres quand j'étais au Bière et Saveur, mais souvent, ça venait avec un pub. Puis ça m'intéressait moins, moi, de vendre de la frite. Ce qui m'intéressait, c'était plus le côté industriel de la microbrasserie. Puis c'est drôle parce que l'offre est venue de chez nous, ma ville natale, Roberval, au Lac-Saint-Jean. Et ça va bien aussi, les points de vente. Pour la bière, surtout aussi, elle est disponible en épicerie, au Costco notamment. Oui, ben oui, on a disponible. On est très fort au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que c'est vraiment de là que tout part. Comme je disais tout à l'heure, on commence à sortir de la région tranquillement. Là, on s'en va vers Québec. Québec, on a déjà des points de vente. On a les Costco. Costco, Chicoutimi. Ensuite, on a Costco à Québec, là, Le Bourgneuf, Sainte-Foy, Lévis. Ça se passe bien aussi, tu sais. Mais sinon, oui, de plus en plus, on fait... on intègre les dépanneurs, les épiceries ici et là, mais tu sais, c'est un chemin de croix, là. Vendre de la bière, c'est pas simple. Puis, il y a beaucoup de coureurs sur la ligne là, de départ. Fait que faut arriver à se démarquer puis à prendre une longueur sur les autres, mais c'est pas évident. Mais justement, pour vous démarquer, vous offrez aussi la vodka, qui est à base de bleuet, une liqueur de bleuet et aussi une liqueur de camerise. Comment vous faites dans la conception de ces liqueurs-là pour que le goût des baies prenne pas le dessus sur le goût de l'alcool et vice-versa? OK. Tout d'abord, au niveau de la vodka, il faut savoir qu'à la base, une vodka, c'est une eau de vie qui est un peu drable. Tu sais, c'est incolore, d'or sans saveur. Tu sais, c'est un alcool de base, une vodka, pour faire des drinks. Okay. Nous, on avait le goût d'y donner du caractère, d'y donner de la personnalité. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de travailler avec un seul grain, on a pris 75 d'alcool de grain puis 25 d'alcool de bleuet. Donc, on a fait fermenter le bleuet.
chez nous à la distillerie, on a tiré de l'alcool de ça et on l'a blendé, on l'a mélangé avec l'alcool de grain. Ça ne change pas la couleur, ça ne change pas le goût, ça ne change pas l'odeur non plus. Ce que ça vient faire, c'est que les sucres, la fermentation de l'alcool, les sucres du bleuet viennent un peu magnifier cette espèce d'eau de vie là, qui est la vodka, et ça vient ajouter une belle rondeur au produit. Ça vient lui donner du caractère, un petit côté grappa à la limite, je dirais. Donc, ça fait une vodka d'exception, une vodka qui est très, très bonne, là, qui se boit on the rock. Parce que j'ai parlé à beaucoup d'amateurs de vodka, et souvent, ce qu'ils me disaient, c'est, mon Dieu, c'est une vodka. Le mot grappa ressortait souvent parce qu'il y a un petit côté un peu sucré, un petit peu rond. Ils ne savaient pas c'était quoi, tu sais. La preuve que le bleuet n'est pas perceptible. On ne sait pas. Si c'était pas marqué sur la bouteille, là, parce qu'on n'a pas le choix d'aromatisé au bleuet, même si c'est pas aromatisé. Il n'y a aucune. C'est impossible que quelqu'un goûte à la vodka, fait, ah, mon Dieu, ça goûte le bleuet, sans le savoir. Tu sais. Donc, c'est ça. Ça vient juste lui donner une petite rondeur à la vodka. Ensuite de ça, les produits, par contre, où là, que le bleuet est très, très perceptible, c'est la liqueur de bleuet. La liqueur de bleuet, ça, c'est un produit qu'on fait, c'est complètement de A à Z, c'est produit maison, québécois, à Roberval, Lac-Saint-Jean, Boulevard de l'Arc. Ça, oui, c'est le fun à boire. C'est le fun à boire, c'est une petite liqueur de bleuet. Il y a un petit fond de tarte au bleuet, justement. Donc, ça se boit très bien sur glace ou encore... j'ose croire que plusieurs cuisiniers, quand ils vont la découvrir, vont avoir le goût de travailler avec ça. Là. Ça peut être super intéressant. Liqueur de Camerise, même chose. Liqueur de Camerise, un autre produit qu'on fait directement chez nous, à Roberval au Lac-Saint-Jean. Et parlant de produits que des cuisiniers pourraient utiliser, il y a une sauce qui a été commercialisée, une sauce barbecue avec à la base de bière rousse. Est-ce que c'est dans vos projets de lancer d'autres saveurs de sauce? C'est ça, la sauce avec la Rouge Burger Bar et Chicoutimi, c'est une collabo qu'ils ont fait. Ils utilisent notre bière rousse pour faire leur bière, tout simplement. Donc, on n'a aucune expertise, nous, en frais de sauce ou quoi que ce soit. On a d'autres projets, d'ailleurs, qui s'en viennent avec eux. Le Rouge Burger Bar, je te le dis-tu, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire, c'est pas sûr. Mais bon, on a d'autres affaires qui s'en viennent. L'idée est venue de où, à la base, de faire une sauce avec... Oui. Ah, c'est eux qui nous ont approchés. OK. C'est vraiment... en fait, ils auraient pu utiliser n'importe quelle bière. C'est juste que Carl Hutt du Rouge Burger Bar, on a très bonne relation avec lui. Il aime beaucoup nos produits. Il pousse beaucoup nos produits à ses restos. Fait que, hey, je compte faire une sauce barbecue. J'ai besoin d'une bière rousse. Regarde, j'ai le goût d'utiliser la vôtre. Parfait. Donc, il a utilisé notre sauce. D'ailleurs, ben c'est ça. On a d'autres projets avec lui, là. Incessamment, ça, on devrait être en mesure d'en parler peut-être dans un mois. Là. OK, c'est à surveiller. Quand j'ai su que votre entreprise préparait une vodka et d'autres produits au bleuet, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la deuxième saison de La Maison Bleue. Ouais. Dans laquelle votre personnage, le gouverneur du Saguenay, tente de nationaliser le bleuet. Oui. Comment vous avez trouvé cette idée-là de jouer ça? 3 ans déjà. Louis Morissette m'avait appelé, 2 ans et demi. Louis Morissette m'avait appelé. J'étais au Lac-Saint-Jean, justement, à distillerie, puis il me dit, Jeff, écoute, je te dis, c'est un mini-rôle, là. Mais il dit, j'aimerais ça que si ça te tente, j'aimerais ça que tu le fasses. Fait que je fais comme, ben, OK, c'est quoi? Ben, il dit, c'est le gouverneur du Saguenay. Il dit, t'es encore capable de faire l'accent du lac? J'ai dit, oui, pas de problème. C'est avec Ricardo Troggi. Puis, ben, t'arrêtes ça. Ricardo, je l'adore. Toi, j'aime ça travailler avec toi aussi. Peu importe si c'est juste 2 lignes, je vais y aller avec grand plaisir. Fait que je suis allé là-bas. Je me demandais un peu, j'ai dit, comment est-ce que je vais faire que ce soit intéressant ou quoi que ce soit. Puis j'ai flashé sur Jean Tremblay, qui était maire de Saguenay à l'époque, qui était quand même tout un personnage, puis qui avait une voix assez particulière, tu sais, il était haut perché un petit peu. Fait que je me suis inspiré de Jean Tremblay, j'ai proposé ça, ça a bien fonctionné. Ils ont ramené le personnage dans l'an 2 avec plus de stock. Et dans l'an 3, sous toute réserve, ça devrait fonctionner. Là. Je te dirais à 99,9 on devrait revenir. Il est encore davantage là aussi, le personnage du gouverneur. Donc, ça, tantôt, je t'ai dit c'est un beau cadeau parce que moi, j'adore ça, faire de la comédie. Puis, Ricardo, écoute, au Québec, c'est un des maîtres. Là, fait que c'était vraiment le fun.
Et justement, comment vous travaillez le personnage pour pas que, tu sais, pour qu'il soit ancré avec le ton absurde de la série, mais justement pas qu'on aille trop fort dans la caricature? On est allé quand même fort, là. Sur Maison Bleue, je dirais on est assez dans. Écoute, on a un pied dans la caricature un petit peu. Fait que, oui, des fois, j'avais peur parce que c'est gros, mais les gens qui me posaient des questions des fois, puis qui me disaient, hey, justement, il y a des gens de Lac-Saint-Jean qui me disaient, hey, on parle pas de même, mais écoute, excuse, va sur YouTube, là, puis tape Jean Tremblay, puis écoute la vidéo, tu vas voir, il parle exactement comme ça. Fait qu'on fait, ouais, c'est vrai. Bon, fait que c'est gros, mais en fait, tant que c'est vrai, ça peut être gros, mais tant que c'est vrai, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ouais. Et il y a aussi la 5e saison de District 31 qui s'est terminée récemment. Et puis, votre personnage de Jean Brière s'est fait kidnapper. Comment vous avez travaillé sa vulnérabilité qu'on n'a pas la chance de voir bien souvent? Ouais, ben c'est ça. Je te dirais que c'était une note qu'on n'avait pas vue de Jean Brière encore, tu sais, une nouvelle note qu'il a apportée. Je l'ai travaillé comment? Je l'ai travaillé, je me suis bien préparé parce que District, on tourne assez rapidement, merci. Fait qu'il fallait être prêt, de un, de bien savoir son texte. Première des choses. Puis deuxième chose, je travaille beaucoup de la musique, moi, pour me mettre en état, pour avoir. Fait que c'est ça, j'ai écouté beaucoup de musique avant la scène pour aller chercher cette espèce de feeling-là que je voulais avoir intérieurement. Puis c'est l'échange avec les autres acteurs après ça. Là, tu sais, Mmh. Et c'est tout. Je sais pas quoi te répondre, c'est tout. et selon vous, est-ce que le public, sans rien dévoiler, va découvrir un Jean Brière transformé, qui va avoir une nouvelle vision de son métier? Ben, sûrement que ça va y avoir servi. Luc Dionne va sûrement se servir de cette dernière semaine-là pour alimenter Jean Brière. J'aimerais ça te répondre autre chose, mais tu sais, nous, on reçoit les textes 2 semaines à l'avance. Fait que j'ai aucune idée de ce qui va se passer l'année prochaine. On va recevoir les textes 2 semaines avant de commencer. Donc, mais j'ose croire que oui, il va aller jouer avec cette petite fibre-là de Jean Brière qu'on connaissait pas. Est-ce qu'il va avoir un syndrome de stress post-traumatique? J'ai aucune idée. Est-ce qu'il va tourner la page puis redevenir le bon Jean Brière qui est travaillant et qui n'arrête pas de travailler, le workaholic, en fait? Je ne sais pas. Je sais pas. Ça va être à voir. Et vous, est-ce que ça a changé votre perception du métier de journaliste en interpréter un? Ce qui a changé ma perception, c'est plus. Moi, j'ai eu une journée que j'ai eu la chance de suivre Monique Néron. Quand elle était au 98.5, je l'ai suivie pendant une journée. Je l'ai regardé travailler parce qu'en fait, l'idée de la suivre, je m'en allais justement tourner District 31 un matin, puis je l'entends à la radio. Tu sais, elle commençait là, genre à 5h30. Elle dit OK, elle dit, comme à tous les matins, elle dit, je faisais le tour des postes de police. Puis j'ai fait Ah, OK, elle fait ça chaque matin. OK. Comment ça se passe dans ces journées? Elle? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Fait que je suis rentré en contact avec elle, j'ai demandé si je pouvais la suivre, elle a accepté. Puis là, bon, ben justement, on est allé à la cour, je l'ai vu faire ses téléphones le matin, j'ai pu lui poser plein de questions. Fait que oui, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Finalement, cet automne, vous allez prendre le tournage du film La Cordonnière de François Bouvier, Ouais, qui a été interrompu, c'est ça, à ouais, cause de la pandémie. ouais. Comment vous composez avec la pause des tournages pour pas perdre l'essence du travail que vous aviez déjà filmé avant? J'ai pas tourné beaucoup, moi. J'ai tourné, je te dirais, j'ai fait 3 scènes, donc je devrais pas perdre grand-chose. Ça devrait bien aller. Tu sais, j'ai fait des bypass, c'est-à-dire en calèche. Là, fait que j'ai pas eu de texte à jouer, j'ai rien. Fait que moi, je vais plonger dedans cet automne. Fait que, la seule affaire de mon côté, c'est d'essayer de pas trop changer physiquement. Pas Et trop maigrir ou pas trop engraisser. qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet-là pour accepter? Ah mon Dieu, ben, du cinéma, on dit pas non à du cinéma de un. De deux, François Bouvier, j'aime ce qu'il fait, j'ai déjà travaillé avec lui. Puis de trois, en plus, c'est un film d'époque. C'est vraiment un film d'époque qui se passe dans les années 1800. Donc, j'avais jamais fait ça, et j'avais le goût de participer à une œuvre comme celle-ci. Ben, merci beaucoup, Jeff Boudreau.